Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le sujet se rapporte sur comment l'incident peut justifier une mesure radicale dans la région des Grands Lacs. Face à la longue et récurrente pénurie du carburant au Burundi, certains conducteurs avaient trouvé une solution palliative en allant chercher du carburant en RDC, précisément à Uvira, avant qu'un incendie occasionné par un bidon d'essence ne pousse l'autorité administrative congolaise à interdire le commerce de carburant vers Bujumbura à partir d'Uvira. La question qui se pose est de savoir si l'ouverture sur la RDC peut constituer un palliatif aux grosses pénuries observées dans la capitale économique. Si oui, légalement et au vu des accords et conventions de la libre circulation des biens des personnes et dans la région des Grands Lacs, l'acte d'achat chez l'autre est-il permis? Dans quelles conditions? Pourquoi l'autorité congolaise a-t-elle radicalement et unilatéralement fermer la ville à l'approvisionnement des véhicules burundais? Quelle collaboration existe-t-elle sur ce rapport entre autorités burundaises et congolaises? Et si on élargit, que se passe-t-il sur les autres frontières du Burundi, au sud, à l'est et au nord-est? Gitega peut-elle explorer ces canaux et autoriser les Burundais à s'approvisionner chez les voisins en attendant qu'une solution définitive soit trouvée au nom de la suppression des barrières tarifaires et des facilités de circulation des biens des personnes et dans les AC? Voici quelques interrogations que nous avons et qui sont suscitées par l'interdiction soudaine de l'autorité administrative du territoire d'Uvira, tout commerce transfrontalier du carburant. Et pour explorer cette problématique, nous sommes avec 4 invités. Il y a Gaëtan Daikenguru qui est chargé du cadre juridique auprès du cabinet du ministère de l'IAC. Gaëtan, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il y a également Jean Douimana qui est le porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, comme en sigle. Bonjour et bienvenue Jean. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos confrères. Soyez encore une fois le bienvenu. Merci beaucoup. Il y a Justin Moulenda, intellectuel congolais vivant au Burundi. Bonjour, monsieur Justin. Bonjour. Et enfin, il y a Eli Ronald de Boniza, qui est l'expert en commerce international. Monsieur Eli Ronald, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à Eli Ronald de Boniza, expert en commerce international. Est-ce que l'ouverture sur la RDC peut constituer un palliatif aux grosses pénuries observées dans la capitale économique? Ce n'est pas l'ouverture sur la RDC, même si vous voulez seulement. C'est aussi tous les pays qui constituent notre communauté, soit la communauté est-africaine, la CPG, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a une grosse pénurie de carburant. Ici, précisément au Burundi, à Bujumbura, on essaie de se faire trouver d'autres solutions qui peuvent être des solutions secondaires. On se déplace d'ici à gauche, à droite pour solliciter du carburant de ce qui peut constituer la solution à notre problème. Aujourd'hui, que ce soit les personnes physiques, les vendeurs, ceux qui se déplacent par voiture, ainsi de suite, essaient de chercher des solutions ici à côté, en RDC précisément, à Uvira, à Kavimvira. Mais aujourd'hui, il y a ce que je peux dire un obstacle qui est réel, qui constitue vraiment un obstacle de commercialisation de ce produit du carburant. La RDC essaie de son côté à protéger la communauté congolaise, parce que si aujourd'hui nous avons cette pénurie ici à Bujumbura, la pénurie peut se déplacer aussi en RDC parce qu'on aura des hauts prix de carburant, l'approvisionnement, il y aura aussi d'autres complications. Et je trouve vraiment qu'il doit y avoir des solutions d'ensemble. Avant de proposer des solutions, M. Eli Ronald de Boniza, est-ce que légalement et au vu des accords et conventions liés à la libre circulation des biens des personnes et dans la région des Grands Lacs, est-il permis l'achat chez l'autre? C'est vrai, par accord de commercialisation, l'union douanière entre les pays,
il doit y avoir une liberté de circulation, de biens, des personnes, ainsi de suite. Mais il y a toujours des imperfections à corriger parce que le carburant aujourd'hui constitue un enjeu majeur de commercialisation ou de coopération entre les deux pays, que ce soit la RDC et le Burundi. Il faut trouver un terrain d'entente de ce commerce et aussi il faut que la coopération entre les deux États soit aussi une bonne coopération diplomatique pour arriver à cet enjeu de commercialisation. Mais ce que vous pouvez retenir par cela, c'est qu'il y a toujours des imperfections à corriger. Sinon, les lois, les règles, les tests, les conventions, il y en a, c'est bien écrit. Mais la mise en application de ça vraiment constitue beaucoup d'imperfections qui doivent être corrigées. Même question pour vous, M. Gaëtan Daïkengouroukié, qui est le conseiller juridique près du cabinet du ministre de l'EAC. Et au vu des accords et conventions de libre circulation des biens des personnes et dans la région des Grands Lacs, illégalement, l'acte d'achat chez l'autre est-il permis? Si vous parlez acte d'achat, il faut l'entendre dans plusieurs angles. D'abord, si on parle de la libre circulation des biens et des personnes, cette liberté existe, trouve une base légale à partir des textes et des conventions que les pays mettent en place. Donc, pour mettre ces accords et conventions en place, les pays et les États ont une vision de promouvoir la cohabitation pacifique et de faciliter la circulation des biens et des personnes ressortissant de ces pays. Mais le but principal, c'est promouvoir l'économie. Mais il y a un autre principe qui est là. Un pays, quand il trouve que ses intérêts peut-être sont menacés, par exemple, vous avez donné un exemple de l'incendie qui a été causé par peut-être la commercialisation du carburant dans des bidons. Si on trouve que peut-être une telle mesure peut provoquer des incidents internes, un pays est souverain, il est libre peut-être de prendre des mesures pour protéger sa population. Mais aussi protéger la population congolaise et protéger la population burundaise. Cela revient à chaque pays, à chaque autorité qui voit que si on laisse peut-être la commercialisation d'un produit qui est sensible comme le carburant, vous savez que d'abord le carburant c'est un produit assez sensible, c'est volatile. À ce moment-là, ça nécessite certaines réglementations, ça nécessite des suivis, ça nécessite des mesures qui sont prises par les autorités administratives. Puisque les pays, l'administration, le premier rôle c'est de protéger sa population. Et dans ce cas, comment on a respecté la loi de libre circulation des biens des personnes? La libre circulation des biens et des personnes existe bel et bien. Ce sont des textes qui sont très clairs, mais n'oubliez pas qu'il y a un aspect, il y a un article qui montre que chaque pays, quand il trouve que peut-être il y a des causes, il y a des signes majeurs qui montrent que sa sécurité ou bien la sécurité de sa population est menacée, il peut prendre des mesures de limiter temporairement le droit, l'accès à cette population, donc de restreindre d'une certaine manière la libre circulation des biens et des personnes pour la protection efficace de sa population. Y aurait-il une autre raison qui explique la fermeture unilatérale et radicale de la ville d'approvisionnement des véhicules burundais? Dans la communauté est-africaine, je parle de cet exemple, il y a des textes qui régissent l'approvisionnement du carburant pour les véhicules. Par exemple, quand un véhicule quitte le territoire burundais pour se rendre dans un autre pays partenaire de la communauté, il y a un nombre de litres qu'à retour, on ne doit pas dépasser dans ce réservoir. Je reviens vers vous, Monsieur Jean Douimana, qui est le porte-parole de l'OLICOM. À votre avis, pourquoi l'autorité congolaise a-t-elle radicalement, unilatéralement fermé la ville à l'approvisionnement des véhicules burundais? Merci beaucoup de cette question, mais au niveau de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, nous, cette question, nous ne la traitons pas de cette manière parce que ça, c'est une question conséquence d'un problème posé. Les conséquences que vous voyez, que vous allez même trouver d'autres mêmes problèmes liés à ce manque criant de carburant dans notre pays. Vous allez trouver beaucoup de conséquences, même plus désastreuses que ça. D'abord, le fait même de transporter dans des bidons le carburant, alors que vous savez que c'est un produit très dangereux. Aller conserver le carburant dans les maisons, ça aussi c'est un autre problème.
nous avons crié haut et fort chaque jour au niveau de l'ORICOM et que l'État burundais doit à tout prix chercher des solutions alternatives pour résoudre cette question de manque criant de carburant. Sinon, il y aura tant de problèmes. Les fraudeurs vont augmenter au niveau des frontières limitrophes dans notre pays, le Congo et la Tanzanie même, et pourquoi pas, le Rwanda s'est fermé déjà. Il y aura tant de fraudes, il y aura tant de problèmes, parce que les produits pétroliers, ce sont des produits qui causent énormément de problèmes. C'est la raison pour laquelle vous trouverez normalement le carburant dans des stations dédiées à la conservation de ce produit. Les gens qui viennent d'ici pour aller à Uvira, pour aller à la frontière burundo-congolaise, là, c'est un problème déjà. C'est déjà un problème. Quitter le territoire burundais pour aller transporter un bidon d'essence dans d'autres pays, sur tête les uns, vous trouverez que cela est un grand problème. Alors, selon vous, l'interdiction de ce commerce faisait partie des solutions face à ce problème? Bon, au niveau de l'autorité congolaise, moi je trouverais qu'il n'y aurait pas de problème quand ils ont pris de telles mesures, parce que le produit pétrolier, c'est un produit, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un produit très dangereux, d'où il faut trouver des mesures rapides pour protéger la population. Donc c'était une mesure de protection en suspendant cette vente? Moi, je pense qu'avant toute chose, avant toute spéculation politique, diplomatique, il faut toujours passer d'abord à la protection de la population qui utilise ce produit. C'est pour cette raison que nous avons toujours crié qu'il faut vraiment l'omniprésence de ce produit sur le territoire national. On a mis en place une société pétrolière, Sopebu. Il faut que cette société se vaque à ses activités pour tracer les lignes de l'utilisation de ce produit. Il faut qu'il propose des solutions. Il faut que l'autorité de cette société vraiment quitte le silence pour parler au peuple burundais et surtout pour tranquilliser au peuple burundais comment ils vont s'approvisionner de ce produit combien rare dans notre pays. Jean Douimana, pourriez-vous résumer en bref les raisons qui ont poussé l'autorité congolaise à interdire ce commerce? Je ne sais pas vraiment dans la pensée des autorités congolaises, mais ce que je crois, c'est que les autorités congolaises, une fois trouvées, une fois remarqué qu'il y a une dame qui a causé des incidents à cause des bidons pleins de carburant, je pense que c'est à partir de cela que l'autorité congolaise a pris de telles mesures. Et toute autre autorité respectueuse qui aime son citoyen doit évidemment adopter des mesures pour protéger le citoyen lambda qui utilise ce genre de commerce. Pensez-vous que cette décision a été prise en concertation avec l'autorité burundaise? Quand il s'agit de sauver, de protéger, je pense que l'autorité congolaise a le devoir d'adopter toutes mesures possibles pour protéger son citoyen. D'abord, le commerce de carburant, voir son état de transport, ne devrait pas être un sujet de discussion entre les autorités de ces deux pays parce que ça nous relève de la diplomatie. Ce sont des cas de fraude, si vous voulez, parce que nulle part on n'est pas permis de transporter par tête dans des bidons le carburant. Monsieur Eli Ronald de Boniza, vous êtes l'expert en commerce international et seriez-vous du même avis que Jean Douimana qui propose que la solution ne devrait pas être concertée entre les deux pays s'il s'agit de protéger sa population? C'est vrai, s'il s'agit de mesures de protection pour la population locale, on ne devait pas se consulter une ou autre.
mais vous devez passer directement à la protection de la population. Mais s'il s'agit de mesures ou de solutions diplomatiques, là, vous comprenez que vous devez être ensemble avec d'autres de l'autre côté pour trouver une solution d'ensemble. Et comme on parle de la circulation des biens des personnes, quelle collaboration existe-t-il sur ce rapport entre autorités burundaises et congolaises? Je pense en premier lieu que la décision a été prise suite à un incident qui a eu lieu. C'est-à-dire, de ce fait, il doit y avoir une enquête. Il doit y avoir une enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Vous devez faire à ce qu'il n'y ait pas d'autres dégâts secondaires qui peuvent être en relation avec ce qui a eu lieu. Dans ce cas, il est un peu impossible ou un peu difficile de faire des consultations entre les autres parce que c'est de votre responsabilité à faire cela. Et aussi, il faut prendre cette mesure pour revenir à la normale, pour établir d'autres systèmes des systèmes de bonne gestion de ce commerce, pour éviter qu'il n'y ait d'autres éléments pouvant causer d'autres incidents. Et s'il s'agit de l'autre partie de faire des consultations entre l'autre pays qui est le Burundi en état de crise, vous devez le faire entre les parties qui sont impliquées directement dans la commercialisation de ce produit. Si ce n'est pas encore fait, on peut attendre. Mais si c'est fait, on devrait le voir réellement. Je suppose vraiment qu'il y a une étape aussi à faire peut-être ultérieurement. Monsieur Gaëtan Ndaïkengurukié, vous êtes conseiller juridique au sein du ministère de l'EAC. Quelle collaboration existe-t-elle entre l'autorité congolaise et burundaise en rapport avec la décision déjà prise? D'abord, ce que je vais parler, c'est mon point de vue comme juriste. Pour prendre une mesure afin de protéger sa population, c'est ce que j'ai déjà parlé, des fois, on n'est pas obligé de faire des recours, de faire des consultations avec les autres. Surtout que lorsqu'on gère la situation en beau père de famille, on est obligé de trouver des solutions immédiates pour protéger sa population. Et puis, les négociations, c'est après. En plus, pour le commerce du carburant, je suis sûr et certain qu'il y a des textes assez clairs qui régissent ce commerce du point de vue le transport, du point de vue la livraison. À ce moment-là, moi, je vois que les consultations diplomatiques, ça, c'est une autre affaire. Le premier devoir que l'autorité congolaise avait en cas d'incendie, c'est d'éviter, comme l'a déjà parlé mon frère, c'est d'éviter que d'autres incidents puissent survenir. À ce moment-là, pour protéger, on n'a pas besoin d'attendre. Donc, vous voyez que les négociations, les consultations, ça prend du moment. Alors, si on voit qu'il y a péril à la demeure, on est obligé, on est appelé de prendre une décision immédiatement. Et puis, peut-être après, quand on verra que les causes qui ont provoqué l'incident sont disparues, à ce moment-là, on peut penser à alléger ou bien à trouver d'autres solutions palliatives. Je reviens vers vous, Justin Moulenda. Vous êtes un Congolais qui vit au Burundi depuis longtemps et vous avez été au courant de la mesure interdisant le commerce du carburant au Burundi à partir d'Uvira. Et à votre avis, quelles seraient les raisons de cette mesure? Les causes ou les raisons de cette mesure, je pense que ces causes dépendent de la situation qui avait prévalu à la frontière. C'est juste à la frontière, puisque les gens ne se rendaient plus dans des stations où on devrait acheter le produit. Alors tout ce qu'ils faisaient là, c'était d'une façon clandestine. Et ce n'était pas régi par la loi. Et si ce n'est pas régi par la loi, et la première chose que l'autorité congolaise devrait faire, c'était d'arrêter d'abord. Ils pouvaient réagir par émotion ou bien par la loi qui devait protéger son peuple. Ça, c'était la première des choses. Et aussi, on n'a pas arrêté la circulation des hommes et de leurs biens. Cela a continué. Mais seulement... Mais la vente du carburant. La vente du carburant était arrêtée momentanément pour pouvoir prendre encore la situation en main afin d'autoriser après. Ils n'ont pas... Et par après, ils ont autorisé. Même jusque-là, moi, je n'apprécie pas. Ça devrait être officialisé. C'est-à-dire entre les deux États. L'État burundais et l'État congolais devraient se mettre ensemble et s'associer. Comme ils sont dans la société CPGL, ils forment une communauté. Est-ce que cette communauté avait pensé un jour qu'on devrait échanger des carburants? Et si cela est dans leur texte, pourquoi ne pas appliquer cela ouvertement et que la population vendait
clandestinement. Alors moi, je trouve mieux que les deux États devraient se mettre ensemble. Et le fait que le Congolais avait arrêté momentanément, je pense que cette réaction était bonne pour rétablir encore les effets. Et je pense, hier, moi, j'étais avec les gens. Mais ils se sont rendus compte que c'était de la fraude depuis quand? Ils se sont rendus compte que c'était de la fraude juste avec l'incendie. Avec l'incendie, c'était un retard, ça. Ils ont connu un retard de part et d'autre. Et du côté burundais et du côté congolais, ils ont connu un retard. Ils voyaient cela. Ils croyaient qu'ils sont en train de se fabriquer de l'argent. Mais l'argent qui devrait causer des méfaits à leur population, à leurs deux populations. Alors ça, ce n'est pas bon. Je pense qu'ils doivent se mettre ensemble pour officialiser. Parce qu'ils forment une même communauté. Ils sont dans une même communauté qu'ils officialisent ça. Quand quelqu'un trouve la pénurie et qui recourt à l'autre, celui qui manque peut donner à l'autre. Voilà les échanges qui peuvent... Cette interdiction de cette vente du carburant au Burundi a quel impact sur la population des deux pays? Pour la population burundaise d'abord, la population souffre beaucoup. Pour la population congolaise, il y a le bas peuple qui achetait sur les pompes des stations pour venir vendre à un prix élevé même. Et quand on arrête, cette population souffre aussi. De deux côtés, il y a souffrance. Voilà l'intérêt d'officialiser et de fixer les prix. Monsieur Jean Douimana, porte-parole de l'OLICOM, et quel a été l'impact généré par cette mesure interdisant la vente du carburant au Burundi? Nous avons toujours dit que le problème du carburant maintenant commence à dépasser même les frontières. Ça devient une situation d'imbroglio parce que, vous le savez, quand un citoyen lambda quitte le territoire pour aller transporter le carburant dans d'autres pays, bientôt il va arriver en Tanzanie, là où s'approvisionne son produit. À tête, sans moyen, sans vraiment cette capacité-là de transporter ça, vous trouverez que c'est un grand problème. L'échange de carburant cause un problème. L'échange de carburant est réglementé. Il ne faut pas vous faire des illusions. Le carburant, ce n'est pas comme tout autre bien. Le carburant, c'est un produit outre qu'il faut réglementer avec des précautions parce que c'est un produit dangereux qui cause énormément de problèmes, des fois, le gérer d'une manière négligente. Au fait, le problème qui s'observe à la frontière burundo-congolaise, c'est une conséquence de la gestion que nous avons créée d'ailleurs au niveau de notre observatoire, haut et fort, disant qu'il faut gérer un père de famille, ils ont bien combien rare parce que c'est un bien qui coûte énormément cher, ça coûte des devises. Il faut vraiment gérer la chose publique pour éviter toutes ces conséquences. Quand l'autorité congolaise a pris des mesures pour interdire, c'est parce qu'ils ont trouvé des problèmes énormes au niveau du désordre qui règne à la frontière, au niveau de la gestion de son produit, au niveau des stations congolaises. Imaginez-vous, au lieu de venir avec un véhicule pour s'approvisionner, vous venez avec un bidon pour s'approvisionner. Et ça, c'est anormal. C'est anormal. Même ici, il faut que l'autorité prenne des mesures draconiennes envers la population qui conserve son produit dans les maisons. La fois passée, nous avons vu la police a surpris un ménage au niveau de Kamenge qui vendait comme il faut son produit. Alors que normalement, c'est interdit de vendre à la maison ces produits. C'est interdit de transporter quittant la frontière jusqu'à la maison, conserver à la maison, vendre à la maison et appeler les taximens pour venir acheter à Buyenzi ou à Kambengu ou à Bwiza. C'est strictement interdit ça, parce que ça cause énormément de problèmes. Au niveau de l'OLICOM, nous le disons, nous le répétons, il faut que l'autorité burundaise prenne des mesures qu'il fallait pour interdire, pour gérer
encore le commerce de son produit. Sinon, les conséquences vont augmenter un peu partout. Monsieur Gaëtan Daïkengolo, qui est conseiller juridique au sein du ministère de l'EAC, quel a été l'impact qui a été généré par la mesure interdisant la vente du carburant au Burundi? Je ne pense pas qu'on a interdit la vente du carburant au Burundi, puisque moi j'espère que même à l'heure où nous sommes, quand un Burundais se déplace vers la RDC jusqu'à la station de service, je pense que peut-être on le sert sans aucun problème. Sinon, même ici au Burundi, vous savez qu'il est interdit de transporter du carburant dans des bidons, à moins qu'on ait une autorisation spéciale. Alors, cela est dit au fait que, comme je l'ai déjà dit, comme aussi mon frère Doroli, comme je viens de le dire, le carburant, c'est un produit volatile. Du point de vue de sa conservation, qui nécessite des mesures strictes, des mesures adéquates, afin d'éviter qu'il y ait contact de ce produit avec du feu. Quand il y a contact, automatiquement, il y a de l'incendie. Quand il y a vous savez que l'incendie causé par le carburant, c'est un incendie qui a une grande allure. Bref, j'espère que je ne pense pas qu'il y ait une mesure écrite interdisant à tout véhicule burundais de s'approvisionner en RDC, comme des fois moi je vois aux stations de service ici au Burundi des véhicules avec immatriculation congolaise qui s'approvisionnent en carburant sans aucun problème. Donc pour dire que ce qui a été interdit, c'est ce commerce clandestin du carburant. Nulle part on ne va pas autoriser ce qui se fait dans la clandestinité. Monsieur Eli Ronald de Boniza, qui est l'expert en commerce international, et l'interdiction de vente du carburant au Burundi, a quel impact? Oui, ça a beaucoup d'impact, si vous voulez. Ça a beaucoup d'impact, peut-être, oui, d'impact à la fois positif et négatif, de notre côté et de l'autre côté de la frontière, du côté du Congo. C'est-à-dire, de notre côté, il y a des gens, des personnes qui essaient de relever leur tête pour gérer la situation problématique qui est présente aujourd'hui. De ce fait, ils essaient de se déplacer du Congo pour voir s'ils peuvent facilement trouver cette carburant pour gérer les situations. Et aujourd'hui, c'est une situation souffrante, comme monsieur l'a déjà souligné. Ça a vraiment un impact négatif pour eux. Mais ça a aussi un impact positif pour eux parce que le blocage ou l'interdiction de cela constitue aussi un objet de sécurité pour eux. Parce que ce sont des déplacements qui ne sont pas calculés. Ce sont des déplacements qui n'ont pas un cadre logique de faisabilité de ces choses, si vous voulez. Et de l'autre côté du Congo, on a aussi d'impact. Il y a d'impact positif et négatif, si vous voulez, si vous me le permettez. Parce qu'il y a des gens, des personnes qui trouvaient ça comme une source d'opportunité. Comme monsieur l'a déjà souligné, c'est une opportunité qui n'est pas cadrée. C'est une opportunité risquée parce que ça n'a pas un cadre formel. Mais ça a aussi un impact positif parce que c'est un retour à la normale. Ça aide à la direction administrative à faire ce que je peux dire des vérifications de la réglementation, d'appliquer les lois et les règles régissant ce commerce. Et ce sont des impacts que je peux qualifier d'impact principal, mais il y a aussi d'autres impacts secondaires. Pour rappel, le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur comment l'incident peut justifier une mesure radicale dans la région des Grands Lacs. 4 invités sont encore avec nous sur le plateau. Il y a Gaëtan Daïkengolo, qui est conseiller chargé des affaires juridiques au cabinet du ministre de l'EAC. Il y a Jean Douimana, porte-parole de l'OLICOM, et Justin Moulenda, intellectuel congolais qui vit au Burundi, et Eli Ronald de Boniza, qui est l'expert en commerce international. À monsieur Justin, la mesure relative à la suspension de la vente du carburant au Burundi côté Kabimville en RDC provoque quel sentiment de part et d'autre de la frontière? Le sentiment était amer de part et d'autre, parce que les gens qui vendaient, ils se réjouissaient de cela. Ils gagnaient le pain du jour. Mais quand ils ont interdit, tout le monde était vraiment fâché à cause du manque du pain. Et les Burundais et les Congolais, surtout les Burundais, puisque les taxis ne pouvaient plus circuler, les bus de même, les Congolais, ils devraient circuler puisque le carburant s'est trouvé chez eux.
Mais cette population de Kamvivira n'était pas contente du tout. Alors, il fallait pallier à la situation et intéresser les deux États, l'État congolais et l'État burundais, afin d'arriver à une solution qui allait plaire à tout le monde. Et c'est là, moi je soulignerais, officialiser ces échanges. Mais vous avez souligné que la mesure a été temporaire. Comment? La mesure a été temporaire dans un premier temps pour essayer. Ils ont arrêté pour faire les enquêtes. Qu'est-ce qui a fait changer cette situation? Oui, hier j'étais en contact avec certains gens qui m'ont dit que la situation a été changée par la population du lieu. C'est-à-dire il y avait un officiel burundais qui était parti chercher le carburant et on l'avait accepté. Mais la population a dit que pourquoi vous ne voulez pas que le peuple, le bas peuple puisse s'en procurer et autoriser à celui-là puisqu'il est autorité. Alors on refuse même à l'autorité d'acheter. Sinon, ça c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Il faut alors donner à tous. Soyons justes. Voilà ce que la population s'est soulevée et ils ont jugé de donner le carburant à tout le monde. À vous, Jean Ndouimana, porte-parole de l'OLICOM, la mesure relative à la suspension de cette vente du carburant aux Congolais côté Kavimvira en RDC a provoqué quels sentiments de la part et d'autre de la frontière? Bon, c'est un sentiment de désolation parce que nos 2 peuples souffrent énormément de la pauvreté qui règne, qui se liquide au-delà de ces frontières. C'est-à-dire, au niveau du peuple burundais, c'est un sentiment de désolation parce que n'a pas d'autre choix pour s'approvisionner de ce produit combien rare. Et le peuple congolais aussi n'a pas de choix pour pouvoir manger. Il doit passer à gauche ou à droite pour chercher quelque chose à vendre, malheureusement, clandestinement. Et cette mesure, c'est vrai, c'est une mesure qui apparaît contraignante à cette population, mais c'est une mesure qui rétablit la situation, qui trouve la solution d'une situation d'imbroglio, de désordre au niveau de ce territoire frontalier entre le Burundi et le Congo. Mais je féliciterai le peuple congolais quand même qui se sont bien tenus en refusant cette iniquité entre le peuple, le petit peuple et le grand poisson là. Il fallait que, évidemment, quand on interdit une mesure, interdit d'une manière générale, ça n'a pas de point de mesure. Là, vraiment, le peuple congolais s'est bien comporté. Il faut que le peuple burundais aussi attire les sauts parce que aujourd'hui, voir au niveau des stations ici, vous trouvez des véhicules qui viennent, qui s'approvisionnent rapidement. D'autres, ils passent plus d'une semaine tout près des stations pour chercher à s'approvisionner, mais en vain. Alors, il faut que vraiment il y ait l'équité, il y ait l'égalité entre les citoyens. C'est ce quand il s'agit de chercher la vie. Au niveau de l'OLICOM, nous continuons à interpeller le gouvernement à trouver vraiment une solution durable, une solution adéquate à ce problème combien il fait souffrir le peuple burundais. Il faut à tout prix trouver des solutions pour éviter toutes ces conséquences, pour éviter les incidents qui proviennent de ces commerces ambulants, de ces commerces de transporter les carburants d'un pays à l'autre sur tête. Monsieur Gaëtan,
Daikenguru, qui est conseiller chargé des affaires juridiques au sein du ministère de l'IAC. La mesure relative à la suspension de la vente du carburant au Burundi, côté Kavimvira en RDC, a provoqué que les sentiments de part et d'autre de la frontière. Si on a pris une mesure d'empêcher les gens de transporter le carburant dans des bidons, moi je ne vois pas que ce n'est pas une mauvaise mesure. Du fait que, j'aurais déjà parlé, même les autres l'ont déjà dit, le carburant, c'est un produit assez sensible qui nécessite une conservation adéquate. Alors, peut-être qu'il y a la population du côté de la RDC qui s'approvisionnait du carburant dans des bidons et puis pour venir les vendre à des prix exorbitants au Burundi. Vous trouverez, bon, il est vrai c'était illégal, mais celui qui trouve du profit dans l'illégalité, quand on l'empêche, automatiquement, il doit se sentir mal à l'aise. Peut-être la population du côté congolais a senti un mauvais sentiment face à cette mesure. Peut-être des Burundais aussi qui s'approvisionnaient facilement se sentaient maintenant mal à l'aise. Mais ce que je sais, c'est qu'avec le principe de la libre circulation des biens et des personnes dans la communauté, un Burundais qui se déplace, c'est ce que je pense, qui se déplace vers la RDC jusqu'à la station-service, je crois qu'il quand même, il s'approvisionne facilement. Pour dire que peut-être il peut y avoir une longue distance à parcourir, mais moi je vois que faire une longue distance en sécurité vaut mieux que faire un petit raccourci sans être sûr que peut-être les produits que tu vas chercher sont de la bonne qualité. D'abord, le carburant dans des bidons, on peut le mélanger avec de l'eau, avec d'autres produits qui peuvent endommager le moteur d'un véhicule. À ce moment-là, il est vrai, ça devient un peu lourd quand on fait une longue distance. Mais quand on sait que malgré cette longue distance à parcourir, tu es en sécurité, tu es dans une voie légale, moi je trouve que c'est plus normal que faire le raccourci dans la clandestinité. Et si on élargit, que se passe-t-il sur les autres frontières du Burundi, au nord-est et au sud? Vous parlez d'élargir, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Élargir et laisser les gens transporter le carburant dans des bidons? Pas du tout. Si le mouvement de vente de carburant se fait sur les autres frontières burundo avec d'autres pays. Moi, je pense que quand un véhicule du côté Burundi ou de la Tanzanie, d'un autre pays, se déplace vers un autre pays, le conducteur peut s'approvisionner en carburant sans aucun problème. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, il y a cette facilité de traverser les frontières sans restriction des visas, sans restriction de plusieurs mesures. Il suffit d'avoir des documents de voyage valides. Ce qui fait que ce qui me pousse à croire que même si ce n'est pas la RDC, je pense qu'un Burundais qui se déplace vers la Tanzanie avec son propre véhicule et qui s'approvisionne aux stations de service, ça n'a pas de problème. Et vice-versa, les Tanzaniens peuvent s'approvisionner en carburant ici au Burundi, comme les Congolais, comme je l'ai déjà parlé. À ce moment-là, je ne vois pas l'autre moyen, proposition de légaliser, alors que déjà, la libre circulation des biens et des personnes, c'est déjà légal dans la communauté. Alors, au nom de cette légalité, au nom de la suppression des barrières tarifaires au sein de l'IAC, est-ce que le Burundi ou la capitale politique Gitega peut explorer cette voie pour s'approvisionner en carburant? D'abord, la libre circulation des biens et des personnes a poussé qu'il y ait la suppression des barrières non tarifaires. Ce qui fait que les produits qui proviennent des pays extérieurs à la communauté, on les taxe juste à rentrer, donc le pays auquel est destiné ce produit, c'est lui qui fait imposer, qui fait taxer le produit, et puis il y a le transport vers le pays destinataire de ce produit. Cela nous montre que déjà, c'est déjà un avantage. On peut, le carburant qui est destiné au Burundi, passer par la Tanzanie sans aucun problème. Voilà. Monsieur Eli Ronald de Boniza, est-ce que après la suspension de la vente du carburant du côté Burundi Kavimvira en RDC, la population des deux pays se sont sentis comment? Il y a l'insatisfaction. Pourquoi?
Parce qu'il y a déjà du côté de la RDC qui ont trouvé opportunité dans cela, mais c'est une opportunité basée sur des spéculations financières, des spéculations de ces produits dans la vente et achat de ces produits, vous comprenez. C'est-à-dire c'est un sentiment d'insatisfaction, ils sont insatisfaits, ils ne vont pas gagner comme avant, ils ne vont pas trouver ce qu'ils trouvaient avant. Mais c'est aussi un sentiment de satisfaction pour les autorités administratives, peut-être qui ont réussi à établir un beau système de gestion de ce commerce, de revenir sur la sécurité des acheteurs, mais aussi des vendeurs. C'est du côté de la RDC. Mais aussi du côté de notre pays, au Burundi, il y a toujours des sentiments d'insatisfaction pour des gens qui ont essayé de relever leur tête pour voir comment ils peuvent se débrouiller malgré la situation qui complique leurs affaires. Et aujourd'hui, si on prend une telle décision, vous comprenez vraiment qu'il y a une insatisfaction totale. Mais c'est aussi un sentiment de satisfaction toujours pour les autorités administratives de notre pays parce qu'ils trouvent une occasion de réaliser les responsabilités, les engagements, de bien diriger la population. Vous voyez à la fois pour les Congolais et les Burundais, il y a une insatisfaction et la satisfaction. Mais la décision qui a été prise est jugée ou constitue une ligne d'équilibre entre les Congolais et les Burundais. Parce qu'à travers cette décision, on s'évalue, on voit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, les limites de celui-ci et de celui-là. C'est-à-dire, nous devons nous habituer, nous devons nous ranger du côté de notre pays, les autres vont se ranger du côté de leur pays. Et on aura ce qu'on va avoir. En se basant sur la loi de libre circulation des biens des personnes au sein de l'EAC, au nom de la suppression des barrières tarifaires au sein de cette communauté, et aussi vu que la charge chez l'autre est permis, que doit faire le Burundi pour faire face à cette pénurie répétitive du carburant? Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une solution de coopération. Parce que le carburant, c'est un produit qui fait sujet d'importation et d'exportation. Aujourd'hui, les Congolais achètent le carburant pour la satisfaction des besoins de leur pays. Les Rwandais, les Tanzaniens, de la même chose. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à satisfaire la population locale de notre pays, il faut trouver des solutions de coopération pour voir si les autres de l'autre côté peuvent nous arranger ou peuvent nous accompagner dans nos difficultés de survie. Parce qu'aujourd'hui, notre carburant, c'est vraiment un produit qui ne nous aide pas à réaliser, à satisfaire les besoins, que ce soit des besoins de première nécessité. Dans ce cas, les Rwandais, les Tanzaniens, les Ougandais, les Congolais, vraiment vont essayer ensemble avec nous de trouver une solution d'ensemble, une solution de coopération, de supprimer quelques barrières qu'on peut juger des barrières tarifaires, des barrières douanières, et aussi nous donner ça comme une opportunité, mais qui n'est pas assez négociée. Oui. Monsieur Justin, quelle est votre proposition pour que le Burundi sorte de crise répétitive de manque du carburant? Je proposerais, comme vient de le dire mon frère, là, que les États se mettent ensemble au sein de la même communauté et trouver des voies de sortie, coopérer, aider l'un ou l'autre dans l'impossibilité, dans la presque impossibilité de se dégager afin de le relever et qu'il retrouve aussi la vie afin de satisfaire sa population. À vous, monsieur Jean Ndouimana, qui est le porte-parole de l'ORICOM, quelle est votre proposition? La proposition pour que le pays sorte de cette crise sans précédent en matière de produits pétroliers, ce n'est que d'autres, nous l'avons déjà souligné. Moi-même, j'ai beaucoup proposé lors des sorties médiatiques. En fait, l'État burundais doit d'abord accepter cette maladie. Il faut que d'abord le gouvernement du Burundi accepte qu'il y a un manque criant de ce produit pétrolier et que ce produit
une fois manqué, cause énormément de problèmes dans le pays. Alors, pour sortir de cette situation d'imbroglio, il faut à tout prix et que le gouvernement du Burundi adopte d'autres comportements, surtout en matière de gestion des devises, parce que ce produit, pour en avoir ici, il faut avoir des devises. Il faut vraiment une gestion farouche, une gestion en période de famille des devises. Si on continue à gérer le peu que nous avons au niveau de la BRB, comme si on gère sa propre poche, nous allons toujours croupir dans cette situation combien souffrent. Alors, il faut que le gouvernement, comme nos confrères, mon ami vient de le dire, il faut qu'ils améliorent la coopération avec des pays qui ont des moyens suffisants pour s'approvisionner dans son produit. Dire que le Burundi va parler avec d'autres pays de l'EAC, bon, cela dépendra. Ça dépendra du langage que le Burundi va utiliser pour être écouté. Parce que à ce que je sais, chaque pays fait un combat de jour en jour pour protéger son peuple, pour approvisionner son peuple. Il faut alors que le Burundi fasse ainsi, surtout en ayant une gestion vraiment réelle. Il faut que la société Sopebu, qui vient d'être mise sur le pied par le décret du président de la République, il faut qu'il se vaque de ses actions, de ses activités. Il faut vraiment qu'il travaille. Il faut que cette société travaille jour et nuit pour pouvoir trouver la solution de son manque criant du carburant. Il y a d'autres solutions de rechange en attendant l'approvisionnement réel du carburant. Il faut vraiment rétablir aussi la situation des motos. Il faut que les motos et les tricycles retournent dans les rues en attendant pour faire arriver le fonctionnaire au lieu du travail. Cela va aussi contribuer pour étouffer ces gens-là qui traversent les frontières pour s'approvisionner des carburants ailleurs. C'est parce qu'ils n'ont pas de quoi faire, de moyens pour se déplacer. Alors, il faut vraiment que la mesure d'interdiction des tricycles, des vélos, des motos, vraiment, c'est valide pour laisser ces choses circuler, aider la population qui en a besoin. Monsieur Gaëtan Daïkengroukié, vous êtes le conseiller chargé des affaires juridiques au sein du ministère de l'EAC. Et quelle est votre proposition pour que le pays sorte de cette impasse du manque de carburant? La première chose, c'est que les autorités sont au courant de la situation, les autorités burundaises, donc le gouvernement burundi. Moi, je trouve que d'abord, il faut avoir de l'espoir. Déjà, des mesures visant à stabiliser le commerce du carburant ont été déjà prises. La société pétrolière du Burundi vient d'être mise en place et les dirigeants de cette société viennent d'être aussi recrutés, d'être mis en place. Il faut garder de l'espoir. Moi, je pense que d'ici peu de jours, la situation va se normaliser. Donc, si on analyse tous ces efforts que le gouvernement burundi investisse dans ce secteur pétrolier, d'abord, la première chose, c'est avoir un cadre légal et solide. C'est déjà l'une des solutions. Maintenant, il faut attendre les résultats de ce cadre légal que le gouvernement vient de mettre en place. Et j'ai de l'espoir que quand même, d'ici peu de jours, la situation va se normaliser. Et avant la normalisation de cette situation, la communauté est-africaine devrait jouer quel rôle pour que le Burundi puisse un peu survivre en attendant? La communauté, il est vrai, je l'ai déjà parlé, les textes sont là, sont clairs pour régir la cohabitation pacifique, mais aussi pour promouvoir l'économie
de la population des pays partenaires. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, du point de vue cohabitation des pays partenaires, je ne pense pas qu'il y a des grognes, qu'il y a des obstacles qui empêchent notre pays à se sentir à l'aise, à pouvoir satisfaire les besoins de sa population. Ce qu'il y a, ce n'est que le respect, la mise en application effective des textes, des accords, des traités qui ont été signés, qui ont été mis en place par les pays partenaires. Et notre ajout? Bon, en fait, je voudrais réagir un tout petit peu sur ce que vient de dire notre ami du ministère de l'EAC, quand il dit que d'ici peu, la situation va se normaliser en matière d'approvisionnement en carburant. Je voudrais que, quand même, il nous tranquillise d'une manière réelle, qu'ils ne nous disent pas que la situation va se normaliser. Il faut qu'ils nous disent des innovations, quelles sont les mesures outre que celles que nous avons. Parce que la société pétrolière qui vient d'être mise sur les pieds, c'est une société qui n'a pas encore travaillé, alors que ça fait plus d'un mois. Alors le texte qui met en place ce texte, un décret qui met en place cette société, c'est un texte contradictoire. Moi, j'en avais crié là-dessus. Hein? D'abord, dans ce texte, on dit que la société, donc le conseil d'administration de cette société, va être autonome. Alors que tout le monde, tous les dirigeants de cette société, normalement, sont nommés par un décret présidentiel. Le capital social de cette société émane des caisses de l'État. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, c'est lui qui refuse ou agrée l'issue de la réunion de ce conseil de la société. Là, vous trouverez que cette société va travailler comme toute autre société que nous avons vécu dans notre pays. Alors, il n'y a pas trop d'espoir que cette société va apporter grand-chose. Plutôt, il faut que vous nous tranquillisiez sur d'autres matières, disant que le produit pétrolier va nous faire parvenir d'ici peu de jours. Il faudrait vraiment nous tranquilliser par d'autres moyens. Qu'en dites-vous, M. Gaëtan Dakengoki? D'abord, moi je trouve à dire à M. Jean, si les autorités imaginent à mettre en place un organe, il est vrai que cet organe doit avoir un cadre légal. Mais comme c'est une société qui vient de naître, il y a peu de mois, d'abord il y a eu le texte, il y a eu la promulgation des textes qui vont régir cette société, et ensuite il y a eu la mise en place des dirigeants, des cadres dirigeants de la société. Dire que c'est autonome, ça c'est normal. Qu'il y ait un conseil d'administration qui est sous la tutelle des ministères quelconques, c'est aussi normal. Mais ce qui est clair, à base de quoi on doit trouver espoir, ce sont les missions qui sont confiées à cette société, à cette personne morale. Moi, je trouve qu'on n'a pas quand même perdu d'efforts à mettre en place cette institution. Nous sommes face à sa naissance, nous sommes encore au début de la mise en place des institutions de cette société. Il faut avoir de l'espoir quand même. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un peu final à cette émission Mosaïque qui était centrée sur comment un incident peut justifier une mesure radicale dans la région des Grands Lacs. Et merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à nos invités, Jean Douimana, porte-parole de l'OLICOM. Merci de votre participation. C'est à moi qui vous remercie. Même à la fois prochaine, je viendrai. Merci également à vous, Justin Moulenda, Congolais vivant au Burundi. Merci de vos interventions. Merci et c'est moi qui vous remercie. Merci, élu Ronald de Boniza, expert en commerce international. Je vous remercie beaucoup de votre invitation dans cette émission. Merci Gaëtan
Ndaïkengurukiye, conseiller chargé des affaires juridiques au sein du ministère de l'EAC. Merci pour vos interventions. Je vous remercie aussi. Au revoir. Restez branchés sur Isanganiro. Le programme continue. Mosaïque. Mosaïque.